Bonjour à tous et bienvenue dans Hors-jeu Capital, une émission un peu particulière aujourd'hui pour deux raisons. Déjà parce que l'habituel présentateur Hugo est forfait, j'ai dû le remplacer au pied levé ce matin. Et surtout les amis parce que nous sommes à 2 jours, à 2 soirs, à 2 dodos d'une finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, j'en ai des frissons rien qu'à le dire. Encore un immense merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les émissions, à liker nos vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous appréciez les émissions, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Nous, ça nous fait plaisir. C'est gratuit, c'est rapide et ça nous aide beaucoup dans notre développement de podcast. Donc, c'est vraiment super. Alors, avant de présenter le sommaire, voici mon équipe du jour. Le premier, je pense qu'il aime autant sa femme que Javier Pastore. Mais malgré son apparence de mec solide, il versera sa larme le premier dimanche en cas de triomphe parisien. Mousse, comment ça va? Salut Clément, salut Jean-Baptiste, salut Yacine, ça va très bien et heureusement que ma femme ne regarde pas le podcast. Ouais, heureusement pour toi. Lui, messieurs, dames, était à Bruxelles en 96 pour la victoire du PSG en Coupe des Coupes. Si vous ne le suivez pas sur Facebook, vous pouvez encore croire qu'il est toujours positif dans la vie, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Comment ça va? Ça va, salut à tous, ça va bien. Ah, t'es en forme? En forme, stressé, franchement stressé, C'est je le vrai. dis, parce que je dors très mal, mais vraiment. Mais ça va. Ça va le Il y a, faire. il y a pire stress, on va dire. Notre invité aujourd'hui, il est dans le sud de la France, alors que tout va se passer dans la capitale dimanche soir. C'est Mais ça. heureusement pour lui, il a écrit un très beau livre sur le PSG, sorti en octobre dernier. Jean-Baptiste Guégan, comment vas-tu? Bah écoute Clément, ça va, salut les gars, content d'être là et puis on stresse comme Yacine pour dimanche, on y croit. On y croit, ça va le faire. Alors, on va démarrer tout de suite cette émission avec le menu, le sommaire. On va démarrer cette émission par le Bayern Munich, notre adversaire de dimanche. On va parler du match qu'ils ont effectué contre Lyon, leur victoire 3-0, les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qui vous a inquiété? Qu'est-ce qui vous rassure au contraire? Et avec quel 11 vous verrez le PSG contre ce Bayern? Avec toi, Jean-Baptiste, et avec toute l'équipe, on abordera aussi l'impact économique de cette qualification pour le PSG en finale, d'une éventuelle victoire finale. Enfin, on terminera avec une dimension historique. Est-ce que le PSG est en train d'écrire la plus belle page de son histoire? C'est la troisième finale, en tout cas, après 96 et 97. Et on parlera un peu de nos souvenirs à chacun, que ce soit au stade, à la télévision. Voilà. Donc, les amis, tout de suite, Bayern Munich-Lyon, ce sera donc le Bayern contre le PSG en finale, une victoire 3-0 nette et sans bavure. Mousse, ton impression générale sur ce Bayern après sa demi-finale contre Lyon, un match quand même maîtrisé par les Munichois? Bah, je pense qu'on a eu un regard biaisé sur la rencontre Bayern Munich-Barcelone. C'est vrai qu'au vu du résultat, bon, on a tous un peu craint parce qu'on se doutait quand même que, même sans manquer de respect à Lyon, évidemment, on se doutait quand même que face à l'Olympique Lyonnais, le Bayern serait archi favori. Mais on pensait aussi qu'il serait archi dominateur. Et ce qu'on a vu en tout cas du début de match qu'a fait Lyon, ça nourrit quelques espoirs pour le Paris Saint-Germain parce que je pense que si on se retrouve avec les occasions comme a eu par exemple Depay ou Toko Ekambi, je pense qu'en termes d'efficacité, on sera peut-être un peu mieux. Alors je dis ça et en même temps Neymar a fait quelques ratés face à l'Atalanta et Leipzig, pardon. Donc, mais voilà, en tout cas, Lyon nous a montré un peu la marche à suivre, même si je ne doute pas que Thomas Tuchel a étudié cette équipe à la loupe. Et après, on parlera du meilleur 11 pour démarrer face au Bayern. Mais en tout cas, voilà. Après Barça, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, si on se qualifie à Leipzig, ça risque d'être dur si le Bayern passe. Quand j'ai vu le match face à Lyon, bon, ça m'a rassuré et je suis même plutôt optimiste. Yacine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a quand même vu, c'est vrai que Mousse souligne les points rassurants, on a quand même vu un Bayern qui a déroulé sa partition sans jamais paniquer, même dans les moments de faiblesse en fait. Ouais, il y a ces 10 premières minutes où effectivement Lyon peut faire douter le Bayern. Je pense que le résultat final, c'est que mon avis, hein, il aurait pas été autre. Mais malgré tout, il les aurait fait douter et ils y auraient cru plus longtemps. Sur la première occasion, le Bayern marque. Après, en fait, c'est comme l'a dit Mousse, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi contre Barcelone. Barcelone, un très faible Barcelone, qui se crée quand même grosses occasions dans les 20 premières minutes. Alors, ils explosent après pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra. Mais il y a le face-à-face de Suarez, ils égalisent. Il y a des possibilités dans cette équipe. Mais après, il y a aussi
des choses, parce que je pense pas que le Bayern jouera dans la même compo, on en parlera après, mais il y a des choses. Enfin, le Bayern ne fera pas le même match contre Barcelone, contre Lyon, que contre Paris. Clément, ça va? Allô? On n'entend plus. Clément? Ah, il y a un problème de son? Ouais. Ça a coupé, il est figé. Non, moi je le vois à l'écran en fait. Ouais, il est figé. Non, non, ça. Ah ouais. Bon. Je sais pas si tu nous entends, Ouais, Clément. Tu nous ouais, je vous entends? entends, ça. J'ai un problème de réseau là. Ouais, ça coupe tout le temps. Ah, d'accord. Bah, on reprend, c'est pas grave, Ok, hein, on fera avec, hein. Désolé pour les auditeurs, on est désolé. voilà. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu nous entends. Ouais, Qu'est-ce voilà, qu'est-ce que toi tu as pensé de la rencontre? Voilà, est-ce que toi tu es plutôt confiant dans cette finale ou tu es moi, aussi je vais aller dans le sens de Yacine et puis de Mousse, c'est-à-dire que quand j'ai vu le score brut du match contre le Barça, je me suis dit waouh, c'est un rouleau compresseur. Après, j'ai regardé les highlights, j'ai revu le match une deuxième fois et j'ai été très surpris parce qu'ils offrent des buts. Et clairement, si le Barça avait été efficace, il n'y aurait pas eu 8-2, hein, il y aurait eu un score beaucoup plus serré. Après, ils ont lâché le match et c'est différent. Contre Lyon, là encore, hein, dans le sens de ce que disait Yacine, les 10 premières minutes montrent que la charnière centrale, elle est lourde, que si tu n'as pas un grand Neuer derrière, eh ben, Lyon marque, et que si tu as des attaquants qui sont cliniques, ça peut le faire. C'est le premier quart d'heure, il faudra les harceler et il faudra être capable de jouer sur toutes les ouvertures, un peu comme on a été capable de le faire dans les 30 dernières minutes du match contre Bergame. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est que le Bayern, c'est une équipe allemande avec ce que ça veut dire de clinique, c'est-à-dire qu'ils ont un attaquant qui a une demi-occasion, le mec met une frappe en lucarne, et pourtant il a une moustache ridicule. Il y a un Lewandowski qui, mine de rien, disparaît tout le match et il surgit à la fin et il plante. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on déteste dans les équipes allemandes. C'est à la fois solide défensivement, c'est clinique offensivement et ça te bouge. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'une équipe italienne où tu crois et puis tu perds 2-0. Là, tu vas te faire bouger tout le match. Et si tu es capable de répondre aux défis, voilà. Moi, honnêtement, après les 25 premières minutes du match contre Lyon, je me suis dit c'est jouable. On peut les prendre. Par contre, il faut qu'on ait un vrai milieu de terrain et il faut qu'on fasse ces efforts tous ensemble. Et là, on peut jouer la gagne. Parce que le Bayern perd des finales en Ligue des Champions. Il ne les gagne pas. Hein. Je crois qu'il a gagné moins de la moitié des finales qu'il a disputées en Ligue des Champions. Mousse, Jean-Baptiste parlait de l'aspect clinique offensivement du Bayern. Il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe qui sont impressionnantes. On pense à Serge Gnabry, à Lewandowski, à Davis. Toi, quel joueur t'a le plus impressionné et qu'est-ce que tu redoutes de plus dans leur équipe là du côté du Bayern? Bah, sur le match face à Lyon, c'est ce que j'avais sur notre groupe WhatsApp, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, comme le début du match du Bayern, il était un peu bancal, et en fait, dans les grandes équipes, quand le collectif ne va pas très bien, bah, tu te reposes sur tes individualités. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le premier but du Bayern, parce que Gnabry fait un exploit personnel, en fait. Il part quand même d'assez loin, il élimine des joueurs, et puis il met une frappe du gauche incroyable. Du gauche, hein, parce que parfois je suis un peu dyslexique, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, après, ce que j'ai à craindre, bah, après, on a vu qu'après les 10-15 premières minutes, le collectif a été un peu mieux. Et moi, c'est ce que je trouve redoutable, c'est le collectif du Bayern Munich, évidemment avec de fortes individualités. Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, hein, Lewandowski, sur ce match-là, on l'a quasiment pas vu. Et puis à la fin, il tue le match, quoi. Donc il faudra faire attention. Ils ont des points forts, ils ont aussi des points faibles. Jean-Baptiste encore l'a rappelé tout à l'heure au niveau de leur charnière centrale. Et d'ailleurs, encore une fois, l'action de Depay, bah, il faudra réitérer ça avec la vitesse d'Mbappé. Il y a des choses à faire contre le Bayern. Je pense qu'il y aura des buts. Après, il faudra essayer de rester très très concentré, que ce soit en défense et notamment nos latéraux et notamment Kerrer. Vu ce qu'il va avoir en face de lui, il va falloir être plus que concentré. Donc après, encore une fois, on en reparlera sur la compo, etc. Mais il y a moyen, comme on dit, il y a moyen de faire quelque chose. Hmm. Bah, avant de parler de la compo du PSG, toi, Yacine, tu voulais parler un peu de celle du Bayern. Tu as dit qu'il y aurait peut-être des modifications dimanche en finale par rapport à leur demi-finale. Il y aura peut-être le retour de Pavard et le remplacement de Kimmich. Ouais. Oui, Non. voilà. Exactement. On pense à Non. ça. Ouais. Parce que c'est peut-être c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Paris aussi, peut-être. Alors pour moi, il y a plusieurs clés. Comme face à Leipzig, alors Leipzig a décidé de ne pas jouer le match Bundesliga, mais il ne va pas falloir tomber dans ce risque. Ça veut dire qu'il faut que le PSG conserve l'intelligence qu'il a eue
dans la gestion du rythme du match. Si tu tombes dans le rythme Bundesliga avec des équipes qui attaquent d'un but à l'autre et tu fais exploser ton milieu de terrain, il n'y a que les Allemands qui savent gérer ce genre de rythme de match. C'est leur habitude. Quelles que soient les équipes qu'ils rencontrent en Bundesliga, qu'elles soient faibles ou fortes, c'est le rythme de la Bundesliga. Donc déjà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ce que Paris a très bien fait d'ailleurs contre Leipzig, parce que même quand il y a eu des possibilités de transition rapide, ils ont préféré conserver le ballon pour faire tourner, faire courir Leipzig, plutôt que de tomber dans ce rythme où tu te dis il y a des espaces et t'envoies, finalement t'es contré, etc. Et ce rythme-là, il ne nous convient pas. La deuxième chose, c'est évidemment le côté gauche, parce que c'est aussi leur côté fort à eux. Parce que Gnabry met une super frappe, mais si on analyse tactiquement ce qui s'est passé, en fait, Gnabry, il élimine personne. En fait, il longe les défenseurs parce qu'ils sont mal positionnés. Il fait pas de dribble. Il accélère, il conduit très bien son ballon et il enchaîne par une frappe. Parce que la défense à 5, en fait, elle oblige Marsal à être à l'intérieur et il ne s'est pas bien positionné. Donc, en fait, il a longé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut. Le but, il est magnifique, mais il faut toujours un peu nuancer ce qui s'est passé. Et la dernière chose, en fait, la compo, je rejoins Mousse. Pour moi, ce que fera, en tout cas dans ce que je pense, Flick, c'est qu'il remettra Kimmich au milieu justement par rapport au milieu du PSG. Il remettra Pavard à droite aussi pour avoir un joueur plus défensif. Alors Kimmich, il est très fort partout. Hein. Mais Pavard, c'est quand même un défenseur central au départ. Et il défend, c'est plutôt un défenseur. Maintenant, il y a aussi, je pense qu'une des clés, c'est la position de Müller. Müller, c'est un joueur qui n'est pas beau, pas rapide, pas spectaculaire, pas puissant, mais il fait tout bien en fait. Et en fait, son positionnement, il est très compliqué à gérer parce qu'il arrive très bien à se situer entre les lignes. Et là où en fait, on ne sait pas trop si c'est le milieu qui doit s'occuper de lui ou si c'est le défenseur qui doit sortir sur lui. Et comme derrière, tu as Lewandowski qui est quand même un poison, en fait, les défenseurs ont toujours ce doute de se dire on va chercher Müller, mais après, c'est du 1 contre 1 avec Lewandowski. Donc la position de Müller va être hyper importante à gérer parce que quelque part, c'est lui qui permet à Lewandowski en fait, de se retrouver dans des situations de finition. Donc voilà, après, pour terminer, il y a cette défense et cette défense aussi, il y a une clé parce que Pavard peut très bien jouer aussi en défense centrale et pas Boateng. Parce que si Flick décide que la vitesse va être plus importante, il peut très bien se priver de Boateng. On parle peut-être pas d'une blessure, mais Aussi, Boateng voilà. apparemment n'est pas sûr d'être titulaire Voilà. dimanche, quoi. Et Zouleux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Zouleux, c'est un défenseur qui n'est pas hyper rapide non plus. Donc, et comme on sait que le PSG, bah, devant, c'est très bon techniquement, mais il y a surtout cette vitesse qui te permet de prendre la profondeur rapidement, ça peut être une des clés du match. Et là, on a moins de certitude parce qu'il y a Zouleux, il y a Boateng dont on ne sait pas, et il y a Pavard qui peut aussi se resituer à l'intérieur. Jean-Baptiste, pour finir sur cet aspect tactique du Bayern, toi, tu penses il faut les jouer comment le Bayern? Il faut leur laisser le ballon et attendre, ou au contraire essayer de confisquer les ballons comme du mieux possible et le plus souvent possible que le PSG pourra le faire. Toi, comment tu vois la rencontre tactiquement? Moi, j'ai envie de te dire que plus on a le ballon, moins on a de chances d'être inquiété. Plus on peut jouer sur nos qualités, plus on les imposera aux autres. Après, il y a la clé Müller et il y a la clé Neuer. Neuer, hier, il tue le match contre Lyon, c'est Neuer qui le gagne. Hein. Ok, t'as Gnabry, t'as la relance de Lyon qui est imparfaite. Mais nous, ces problèmes-là, on les aura pas. On a un Navas a priori dans les buts, donc le but que prend Lopez, peut-être que Navas le prend pas. Et derrière, on a des armes supérieures à Lyon à tout point de vue. Maintenant, il faut aussi qu'on s'impose, c'est-à-dire que Paris, c'est pas une équipe qui aime subir, c'est pas une équipe qui aime le défi physique, c'est pas une équipe qui a du mal qui peine parfois à défendre, et notamment sur ses ailes. Et puis quand tu vois Kerrer, t'as peur. Donc, je pense qu'il faut être capable au moins de les. Si on arrive à les tenir les 25 premières minutes et qu'on arrive à planter un but, voire deux, en face, on arrivera à tenir. Et puis, il y a une dernière clé, et ça, on n'en parle pas assez. Hein, le changement, les 5 remplaçants changent tout. Et le banc qu'on a au PSG, il est intéressant, mais alors le banc du Bayern, il fait peur. Et c'est là où les matchs vont jouer. C'est-à-dire que quand Rudy Garcia, à un moment donné, quand Lyon arrive à retenir le Bayern pendant 20 minutes, on voit le banc de Lyon et on se dit, c'est mort. Et ça ne convertit pas derrière. Et ça, là-dessus, nous, on aura des joueurs à mettre en avant, mais on ne sait pas s'il alignera Icardi, on ne sait pas comment les choses vont se faire. Donc ces clés-là, elles sont importantes, le gardien en face et notre banc. Justement, tu me fais la transition parfaite là pour parler un peu de la composition du PSG. Alors, bon,
au poste de gardien de but, on ne va pas spéculer, ça dépendra de l'état de forme et de l'évolution de la blessure de Navas. Il n'y a pas de polémique, s'il est prêt, il jouera, s'il n'est pas prêt, il jouera pas. La vraie question, c'est plus le milieu de terrain. Encore que le système pourrait évoluer, mais on n'y croit pas trop. C'est plus le milieu de terrain. Est-ce que Mousse, pour toi, finalement, la solution la plus simple et la plus logique, ça serait de mettre le même 11 que contre Leipzig? Bah, le même 11, non, pas forcément, parce que ce ne sera pas la même équipe. C'est quand même le Bayern Munich, c'est un autre calibre. Et le 11 contre Leipzig, pardon, il a été fait en fonction aussi des forces en présence et des blessés. Donc là, tu récupères quand même Idrissa Gueye à 100%, ce qui n'était pas face à Leipzig. Et Verratti, normalement, en tout cas, lui a dit lors de une sorte de conférence de presse, oui, c'est ça, qui postulait, lui, à une place de titulaire. Quant à Navas, dans la presse, on dit que ça sent bon et que c'est plutôt positif, qu'il pourrait tenir sa place. Moi, je pense qu'ils prendront le risque de le mettre, même s'il n'est pas complètement rétabli, parce que derrière, en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, enfin, quand je dis plus rien, c'est le début du nouveau championnat, de la Ligue 1, mais je veux dire, en Ligue 1, tu peux t'en passer. Et les prochains matchs de Ligue des Champions, ça sera peut-être dans un mois. Donc, moi, je pense qu'ils prendront le risque de le mettre, même s'il n'est pas à 100%. Bon, il faudra qu'il soit à 90, 95%, parce que s'il est à 50, c'est pas bon. Donc voilà, après, pour la composition, pour rentrer dans le détail, je pense qu'on fera un petit tour de table. Mais Verratti, quand tu l'as et qu'il est dispo, est-ce que tu peux t'en passer aussi? Face à un milieu comme le Bayern qui met une pression, il te faut quelqu'un quand même qui t'amène un peu de sérénité, qui peut garder un peu le ballon. Par contre, si Verratti est là, je ne suis pas sûr que Paredes débute. Voilà, c'est aussi ça. Et je pense que pour Thomas Tuchel, c'est un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Paredes d'abord et on garde le même milieu avec Herrera et Marquinhos? Ou bien on a Verratti, on le met directement, mais tu n'auras pas les deux mêmes profils. Donc il faudra voir. Je pense que Thomas Tuchel prendra ses décisions en fonction des entraînements qu'il aura vus. Yacine, toi, est-ce que si Verratti et Gay reviennent, tu serais prêt en tant qu'entraîneur du PSG à sortir Herrera et Paredes pour mettre Verratti et Gay? Non, pas les deux en tout cas. Moi, je pense que Herrera, il est aujourd'hui important par son activité, par sa justesse. Voilà, c'est un joueur qui joue très simple, mais qui est très juste. J'en ai parlé dans le précédent podcast, mais la passe qu'il fait à Mbappé, bah voilà, elle est juste parfaite. Il est bien situé entre les lignes, il se retourne rapidement et il donne un ballon parfait. La clé, c'est Verratti. Alors, moi, je vais donner mon avis. Aujourd'hui, dans la situation de Verratti, moi, je le ferais débuter. Pourquoi? En dehors de l'aspect tactique et tout. Parce qu'en fait, s'il doit se blesser, vaut mieux qu'il se blesse, en fait, et qu'on puisse le changer, que, par exemple, tu fais le choix de sortir Paredes à la 60e, tu fais rentrer Verratti. Il n'est pas bien remis, il se blesse à la 70e, tu fais quoi? Donc, moi, je suis plus partisan de me dire, il est prêt. De toute façon, c'est pas non plus, c'est pas comme si tu décidais de mettre Kerrer au milieu. C'est Verratti ou Paredes. Donc, le choix, quand même, c'est un choix de riche, on va dire. C'est le problème de riche. Donc, tu mets Verratti, il tient ce qu'il peut tenir, 50, 55. S'il se blesse au bout de 20, t'as Paredes. Si tu fais l'inverse, tu perds un remplacement et tu te plombes, en fait, parce que tu n'as ni Paredes ni Verratti. Et là, tu fais un choix par défaut, en fait, de faire rentrer un joueur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et en plus, Verratti, il peut apporter cette qualité de passe aussi, par-dessus la défense, qu'à Paredes. Mais voilà. Il y a juste une petite chose que je veux préciser. Parce qu'on entend encore beaucoup de choses sur Verratti, etc. Et dans une émission encore hier, on a dit qu'il paraît que Verratti, il a le même volume de jeu que Paredes. Alors, moi, je suis stupide. Je vais chercher juste les chiffres, parce que l'impression, c'est une chose, mais les chiffres, c'est autre chose. Verratti, il court environ 1 km de plus que Paredes par match. Voilà. En moyenne. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter la désinformation et l'acharnement sur Verratti. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le problème du PSG parce que le PSG est arrivé en finale sans Verratti. Mais le PSG aurait pu arriver en finale avec Verratti. Je veux dire, il n'y a pas de certitude là-dessus. Donc, tout ça, ça m'énerve un peu. Maintenant, effectivement, Tourelle, il a les clés. Et la dernière chose que je veux préciser, c'est juste parce que j'ai eu cette discussion souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Moi, j'avais dit que j'aurais aimé Marquinhos derrière. Effectivement, je comprends l'histoire de on ne peut plus trop tester de choses aujourd'hui. Maintenant, on parle quand même de joueurs professionnels. Le Bayern peut se permettre de mettre Kimmich à droite et puis d'un coup de mettre Kimmich au milieu. Et en fait, pour moi, le vrai problème, il n'est pas seulement dans la décision de mettre Marquinhos à droite pour renforcer ta défense à la place de Kerr. Il est surtout en fait dans ce que tu n'as jamais travaillé toute l'année. Et moi, c'est le problème qu'on a eu avec Tourelle toute l'année
Il a très bien géré sa demi-finale. Il n'y a rien à dire dans le positionnement d'Herrera. Mais pour moi, il n'a pas assez travaillé sur comment combler des choses. Tu es obligé de prévoir à un moment donné. Et nous, on a la chance en championnat d'avoir 25 points d'avance et de pouvoir tester des choses. Voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, effectivement, c'est trop tard. C'est peut-être aussi parce qu'il ne veut pas envoyer de mauvais messages, Tourelle. Je t'explique pourquoi je dis ça. Déjà tu as des milieux de terrain de formation qui ne jouent pas parce qu'un défenseur prend leur place. Et en fait, si tu fais de Marquinhos un défenseur central, un milieu défensif, parce que tu n'as pas confiance aux autres, et si en plus tu dis à Kerrer, non, toi tu vas sur le banc, et puis Marquinhos, après avoir été défenseur central, milieu défensif, bah, il va jouer arrière droit, bah, tu flingues tes joueurs aussi, hein. Alors, Oui, il y a mais peut-être aussi un peu de diplomatie de la part de je suis Tourelle d'accord. qui veut peut-être redonner de la confiance à Kerrer. Après, sur le niveau de Kerrer, on est d'accord, Yacine, hein. Pour moi, je suis Non, mais je sais. totalement d'accord avec On toi. va parler Mais souvent. c'est vrai, mais c'est compliqué quand tu as des joueurs de formation et tu leur dis non, bah, tu vas être remplacé par un mec dont c'est même pas le poste. C'est Mais, compliqué quand non, même. mais là-dessus, je suis OK. Juste, c'est que pour moi, en fait, c'est le football de haut niveau aujourd'hui. Je reprends l'exemple du Bayern. Alaba, il joue défenseur central. Des fois, Ah, il joue ça, latéral. ouais, bien sûr, je Des suis fois, il d'accord. joue milieu défensif. Kimmich fait la même chose de l'autre côté. Et en fait, c'est aussi. Pavard joue des fois troisième défenseur, des fois latéral. Et encore, tu À un oublies moment Théo donné, Hernandez, hein. c'est le football de très haut niveau. Si, en fait, ton équipe, c'est toujours de te dire euh, quelle est la meilleure composition aujourd'hui avec les joueurs que j'ai. Voilà. Si Kerrer doit aller sur le banc, il doit aller sur le banc. À un moment donné, c'est la concurrence du très haut niveau. Sinon, Allez, sans être péjoratif, il faut aller jouer à Schalke, t'es titulaire et t'es tranquille. justement, bah, du coup, Yacine, je vais vous laisser faire votre composition de dimanche, celle que vous metteriez sur le terrain. Jean-Baptiste, je commence par toi. Tu irais avec quelle équipe, toi? Quel 11 contre le Si on peut Bayern avoir Navas, j'y vais avec dimanche? Navas. Si on peut mettre Carrère sur le banc, Carrère va sur le banc. T'alignes ton Kipembe, ton Thiago Silva et ton Marquinhos derrière avec Bernat. Gay, je suis désolé, mais sa place, malheureusement, elle n'est pas en titulaire. Donc, tu essaies de t'aligner un milieu créatif mais capable d'aller garder le ballon. Et moi, j'essaierais bien un truc, effectivement, je suis d'accord avec Yacine, qui n'a pas été testé. Hein. C'est Verratti, Herrera et Paredes. Et puis derrière, tu mets les trois fantastiques. Et puis Icardi, tu le gardes. Ou alors, tu fais un match avec une autre structure tactique. Tu as Icardi en pointe, tu sais qu'il va gagner 2 ballons dans le match. Et tu espères qu'il en plante un, mais physiquement, il n'a pas été au niveau. Donc je pense qu'on est parti sur quelque chose qui ne sera pas aligné par Tourelle. Je pense qu'il gardera Kerrer parce qu'il a des obsessions et ça en fait partie. Et que si on a un point faible et qu'on prend un but, ça viendra des côtés et ça viendra soit de Bernat, soit de Kerrer. Toi, Mousse, tu mettrais quel 11? Bah écoute, la défense, bah, je pense que ça sera la même. C'est pas mon souhait, mais de toute façon, que je te dise remplacer Kerrer par Marquinhos ou quoi, il le fera pas. Donc j'imagine que la ligne de 4 sera la même. Après, par contre, moi, ce que j'aimerais bien, et peut-être qu'il le fera la saison prochaine parce qu'il l'a pas fait, cette saison, c'est enfin d'installer Paredes devant la défense. Parce que comme le dit Yacine, quand il part de plus bas, il est encore meilleur en fait. Tu vois. Et en fait, moi, j'aimerais le voir devant la défense et jouer avec devant lui Verratti et Herrera, je suis d'accord aussi avec Yacine, décidément. Pour moi, s'il n'a pas de blessure et s'il maintient son niveau physique, il peut être indispensable au milieu, Herrera, hein, quand tu vois les derniers matchs. Et par contre, voilà, garder une formule en 4-3-3 et puis devant, moi, Icardi, je le sens pas très bien. Donc garder la même formule avec les trois devant, Di Maria, Mbappé et Neymar, mais tu sais, sans véritable neuf en fait. Tu vois. Donc voilà, moi je vois les choses comme ça. J'aimerais que Tuchel les voit de la même manière que moi. Moi, je pense qu'il va reconduire peu ou prou la même équipe. Toi, Yacine, alors tu en as un peu parlé, mais le milieu, tu verrais comment contre le Bayern Munich? Moi, j'ai dit le meilleur milieu pour moi, c'est Paredes et Verratti, parce que chacun joue à son poste, en fait. Et tu as trois vrais milieux de terrain. L'idée de toujours mettre un défenseur au milieu, on le voit, on l'a répété toute la saison. Quand il n'y a pas de pressing, Marquinhos, il n'y a pas de problème au milieu, j'ai aucun problème avec lui. Quand il y a de la densité et du pressing, il est en difficulté. Ce que sera, quoi qu'il arrive, moins Paredes, parce que techniquement, il joue comme ça avec l'équipe d'Argentine, donc c'est son rôle depuis des années, en fait. Donc il a l'habitude de ça. Maintenant, honnêtement, par rapport au choix de Tourelle, etc., moi, je partirais sur l'équipe qui a joué contre Leipzig, en remplaçant malheureusement Paredes par Verratti, et en démarrant comme ça. Là, je parle de choix de Tourelle. Hein. Voilà, pas mon idée. Mon idée, voilà, c'est la même que Jean-Baptiste et Mousse. Mais je pense que pour rester dans la même configuration, je commencerai avec Verratti,
en espérant qu'ils tiennent 50 minutes, 1 heure, quoi. Un dernier mot, les amis, sur l'aspect sportif et terrain de cette finale. Je ne sais pas si vous avez eu la une de l'équipe ce matin. C'est une photo de Neymar avec en titre l'extraterrestre. On a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort de sa vie et surtout qu'il porte le PSG à bout de bras depuis les quarts de finale, depuis les huitièmes de finale même, parce qu'il nous qualifie contre Dortmund. Question simple, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, Mousse? Pardon, j'ai failli m'étouffer. Non pas que je ne pense pas que ce soit le meilleur joueur du monde, hein, évidemment, mais je pense qu'il a un peu trop tôt. Alors là, enfin, la terre entière est focalisée sur la finale de Ligue des Champions et sur les matchs qu'a fait Neymar. Et on a vu les stats en termes de dribble, etc. Évidemment que c'est un joueur fantastique. D'ailleurs, je m'étonne que l'équipe ait fait une positive sur le PSG. J'aurais pensé qu'ils auraient mis Lewandowski 2 points, il peut le faire. Bon, Alors, le jour du match, c'est mieux. oui, peut-être. Vaut mieux pas être trop optimiste. On va attendre dimanche et voir la une, tu vois. Je les taquine, mais c'est pas méchant. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai vu ce matin. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est le geste qu'a fait le collectif Ultra Paris et notamment Romain Mabi en envoyant un message à Isabella Pagliari, qui est une journaliste brésilienne, hein, qui est proche de Neymar et qui a dû transmettre le message. Et moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau, même si le collectif Ultra Paris a beaucoup été, on leur a beaucoup reproché leur banderole face à Strasbourg, etc. Moi, je trouve qu'ils ont été plutôt corrects, ils ont marqué le coup. Faut pas oublier que c'est eux qui avaient fait l'accueil de Neymar, hein, enfin, il n'y avait pas que eux, bien évidemment, mais ce qu'ils avaient préparé pour l'accueil de Neymar, etc. Donc moi, je suis content que ça se rapproche et j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir rechanter la fameuse chanson. Mais oui, Neymar, c'est le facteur X, c'est celui, on l'a pris en 2017, surtout lui, moins Mbappé, mais surtout lui pour son expérience, etc., pour nous mener sur le toit de l'Europe. C'est ce qu'il a fait, il a pris ses responsabilités. Quand on égalise face à l'Atalanta, c'est lui qui calme les joueurs, hein. C'est pas Thiago Silva le capitaine, hein. C'est Neymar qui calme les joueurs, qui dit on se calme, on va mettre le deuxième but tout de suite derrière. Donc un Neymar impliqué, concentré, très bon sur le terrain, très bon dans sa communication aussi. Écoute, on ne pouvait pas rêver mieux à l'approche de cette finale. Et évidemment qu'encore une fois, Neymar, c'est le facteur X de la finale face au Bayern. Ah, on a perdu Clément. Tu m'entends, Clément? C'est bon? Yacine, toi, est-ce que tu penses qu'il est en train d'écrire sa revanche et il est en train d'écrire son histoire, Neymar, aussi pour toi? Sa plus belle revanche, là. Oui, oui, mais en fait, je pense qu'en fait, c'est encore une fois le contexte qui se passe avant qui l'oblige à être comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait le deuil de Barcelone cet été définitivement. Il a apparemment discuté avec Kylian Mbappé. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Kylian Mbappé lui-même qui l'a dit en conférence de presse en disant on en a parlé, on a dit qu'on avait besoin des autres finalement pour exister. Voilà, on le voit dans son attitude aujourd'hui à la fin des matchs avec l'enceinte. Alors encore une fois, les gens vont dire ouais, c'est de la com, c'est ceci. Moi, je pense pas que ce soit de la com à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de s'éclater ensemble. On l'a vu les repas avant Lisbonne où très souvent ils ont été ensemble. Ça a l'air d'être un peu le leader de tout ça. Mais encore une fois, en fait, Neymar, faut pas oublier ce qu'il a fait en 2014 avec le Brésil avant sa blessure. C'est un joueur qui a toujours supporté les équipes. Et en fait, c'est juste son attitude aujourd'hui où il se dit bon bah finalement je suis là, j'ai plus le choix. Maintenant, je retournerai pas à Barcelone et maintenant je donne tout parce que à un moment donné, il faut gagner des titres. Donc il est dans la bonne attitude, il a l'air d'être bien. Le groupe, je pense que c'est peut-être aussi un groupe qui lui correspond encore mieux qu'avant. Il a plus les blessures. Voilà. Et maintenant, juste sur le truc de meilleur joueur du monde, moi, j'aime pas ce genre de truc parce que c'est comme par exemple Lewandowski, Benzema. Qui est le meilleur? Bah, ça dépend de comment tu joues et ce que tu demandes à ton avant-centre. Ton numéro 10, ce que tu lui demandes, et ton défenseur central, c'est pareil. Quand tu joues haut, quand tu joues bas, il n'y a pas de meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, en tout cas, lui, il est dans sa meilleure période au PSG. Ça, c'est sûr. Bon, si la qualification du PSG en finale et sa potentielle victoire sont un bonheur d'un point de vue sportif et pour les supporters, ça fait aussi le plus grand bonheur des financiers du club, des actionnaires, des trésoriers. Jean-Baptiste, tu vas nous parler un peu de ça. Là, on parle d'un bénéfice de plus de 115 millions d'euros pour si le PSG remporte la Ligue des Champions. C'est le journal de l'équipe qui a sorti ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce chiffre? Qu'est-ce qu'il représente et son importance surtout pour le PSG?
Ce qui est intéressant, je donnerai mon avis sur Neymar aussi après, parce que ça Oui. m'intéresse d'en parler. Ce qui est intéressant avec les gains qui sont liés à la finale et un potentiel titre, c'est que non seulement tu as les droits télé qui augmentent et ça te permet de compenser une partie des pertes d'exploitation liées au Covid. Donc tu as à peu près 200 millions de pertes d'exploitation et tu vas récupérer un petit peu plus de 110. Normalement c'est 120, ça va être modulé parce que tu n'as pas de match aller-retour. Mais tu prends 120 millions. Derrière, ça te valorise aussi ton effectif. Ça veut dire que si tu dois vendre des joueurs, tu vas les vendre plus cher. Ça te valorise auprès de tes sponsors. C'est-à-dire que chaque sponsor est partenaire. Clairement, il y a une ligne dans le contrat où si tu es champion d'Europe, c'est jackpot. Et souvenez-vous, un contrat Accor Hotel, on parlait d'une somme qui dépassait les 10 millions d'euros. Nike, c'est pareil. Si vous donnez club champion d'Europe, derrière, vous êtes plus attractif et tous les contrats que vous avez à renégocier, vous les renégociez à la hausse. Pareil pour le prix des loges. Pareil pour tout ce qui, normalement, n'était pas renégociable maintenant. Alors évidemment, les joueurs vont vouloir avoir un bonus. Tout le monde va avoir un bonus. Mais derrière, vous avez un État. Et là, en l'occurrence, on sera tous très contents d'avoir cette valorisation-là. Regardez par exemple la communication du Qatar sur le fameux Classico avec un Q, ce qui a été fait ce matin. Si demain le PSG, enfin si dimanche en l'occurrence, le PSG emporte la finale, à Doha, ça va être la folie et les primes vont tomber. Et surtout, ça va accroître la valorisation du club et ça va faire exploser son chiffre d'affaires sur au moins les 2 saisons qui suivent. Et puis, j'ai juste envie de revenir sur Neymar 35 secondes. Neymar, il a une triple revanche à prendre. Il a une revanche à prendre pour le PSG, parce que ça fait 2 ans ça faisait quasiment 3 ans qu'on l'attendait. Il faut qu'il la prenne. La deuxième revanche, c'est par rapport à tout ce qu'on a raconté sur l'épisode Barça. Et il y a une revanche qu'on oublie. Et la dimension psychologique, je pense qu'elle est importante. Souvenez-vous des déclarations de Thomas Müller après avoir marché sur le Barça. Souvenez-vous que Thomas Müller était là dans le match qui a vu l'humiliation du Brésil. Souvenez-vous que Neymar n'était pas là. Et en l'occurrence, ce match-là, Neymar, il ne l'a jamais oublié. Et en l'occurrence, le fait que Thomas Müller parle beaucoup, et à un moment donné, ça va peut-être en motiver un. Et il y a peut-être quelqu'un qui va lui rappeler que c'est pas que l'honneur du PSG ou son honneur qui joue, c'est aussi sa valorisation au pays. Et en l'occurrence, s'il tape le Bayern, qui est quand même l'antichambre de l'équipe d'Allemagne, derrière au Brésil, c'est avantageux. À tout point de vue, les joueurs vont se mettre en avant parce que économiquement et en termes de réputation et en termes de suivi médiatique, ça va être valorisant. Vous allez probablement voir un Neymar comme on ne l'a jamais vu cette saison dimanche. Après, il y a une adversité en face, mais ça va compter. Ouais, Mousse, je te laisse Juste réagir. pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, effectivement, tout est positif pour Neymar. Mais si Neymar brille dimanche et le meilleur est l'homme du match et qu'on remporte cette Ligue des Champions, ça peut être aussi à double tranchant. C'est-à-dire que les Oui. clubs aussi peuvent se dire, tiens, bah Neymar physiquement, il a l'air d'être bon, d'être bien, parce qu'on avait toujours des doutes aussi sur le métatar, sur le fait qu'il puisse se reblesser assez souvent. Et là, en fait, on voit que malgré son petit gabarit, bah, il tient 90 minutes et en plus, il fait des efforts. En termes de mentalité, évidemment qu'il a beaucoup, beaucoup changé. Oh Et oui. rappelez-vous même juste l'été dernier, avant même ces histoires de départ, il y a eu l'histoire du pseudo-viol, toutes les polémiques qu'on suivi derrière dans son pays, etc. Moi, je trouve qu'il a une force de caractère extraordinaire. Et ça aussi, ça peut donner des idées à des grands clubs. Parce que si Neymar remporte la Ligue des Champions cette saison avec Paris, il peut aussi se dire, bon, bah voilà, j'ai tout fait avec le PSG, c'est grâce à moi qu'on a remporté la. Enfin, quand je dis c'est grâce à moi, vous m'avez compris, j'ai aidé l'équipe à passer un palier. Mais par contre, voilà, le Real, Manchester City, la Juve, tout ça, ils peuvent se dire, ah bah tiens, bah, finalement, il est prêt, il est bon, il a changé, il apporte à l'équipe, il est plus collectif. Bon, j'espère que non. Hier, son ex-agent, qui est toujours aussi proche de lui, Wagner Ribeiro, disait qu'il y avait plus de chances de voir Messi venir au Paris Saint-Germain que de voir Neymar retourner au Barça. Attention quand même, attention. Voilà. Yacine, Jean-Baptiste parlait de la valorisation du club, voilà, la dimension que prendrait le PSG en cas de victoire. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on dit toujours que le PSG n'est pas invité à la table des plus grands depuis plusieurs années, et que voilà, tout ce qui est réunion des grands clubs, prise de décision, le PSG est toujours mis un peu à l'écart. Est-ce que ça pourrait aussi changer de ce point de vue-là, de point de vue de la gouvernance, ça pourrait aussi changer l'importance du PSG au sein de l'Europe? Mais de toute façon, un titre de champion d'Europe, tu rentres dans une cour qui est quand même restreinte par rapport au nombre de clubs qui existent et par rapport au nombre d'années d'existence de la Coupe d'Europe. Donc, tu rentres dans un cercle fermé. Malgré tout, je pense quand même que le PSG a de plus en plus de poids dans les décisions. Effectivement, il y a 5 ans, on pouvait peut-être tenir ce discours. Aujourd'hui, Nasser, il fait partie de l'ECA, il fait partie de. Enfin voilà, il commence à peser.
a existé en tout cas. Maintenant, ce titre, il est important pour plein de choses. Et alors, il peut arriver comme un symbole l'année des 50 ans, ce serait le top, Oh mais en oui. fait, il est important pour plein de choses, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Paris est en train de construire son centre d'entraînement, ce que le PSG, avant, le PSG n'avait pas son propre centre. Là, ce sera lui, c'est une véritable valorisation du club, surtout que ce sera un centre quand même high-tech, et avec tout ce qui regroupe le PSG, à savoir le judo, le hand, etc. Il y a cette progression, c'est-à-dire qu'on l'avait dit au départ, il fallait compter 10 ans quand tu es un nouveau pour être pas loin de la gagner, et il fallait pas être trop gourmand en 3 ans, c'était presque pas jouable. On est dans les 10 ans. Tu vas valoriser aussi beaucoup de joueurs parce que malgré tout, on oublie aussi souvent que le PSG n'a pas une équipe très âgée. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut exister sur les 2-3 prochaines années. C'est pas une équipe de joueurs de 35 ans qui gagnent à l'expérience. T'as Kerrer, même si on parle de Kerrer, mais Kerrer il a 23 ou 24, Mbappé il a 21, Neymar il a que 28. Voilà, t'as Kimpembe il a 24, Marquinhos il a ou 25, 26 pour Marquinhos. Je veux dire, tu as énormément de joueurs qui peuvent encore s'inscrire sur les 3 prochaines années tranquillement. Donc, en dehors des transferts et tout, hein, je parle dans Verratti, Paredes aussi, pareil. Voilà. Donc, c'est pas un passage obligé, en fait, dans l'absolu, mais c'est ce qui va te permettre de passer ce dernier cap et tu ne vas plus être le nouveau riche qui pose des problèmes aux autres, tu vas être un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, tu existeras au même titre que la Juve, que les autres, avec moins de titres, mais tu existeras aujourd'hui. Ça peut être aussi, juste 30 secondes, ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire pour Thomas Tuchel s'il remporte la Ligue des Champions, parce qu'il rentrera dans le cercle très fermé des entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions. Et pour lui, pour sa carrière, c'est quelque chose de très important parce que là, normalement, il devrait quand même honorer sa dernière année de contrat, mais ne devrait pas être renouvelé. Quoique, sait-on jamais avec Doha, hein, ils aiment récompenser les gens quand ils amènent de bons résultats, mais Pour le fromage. ouais, voilà, exactement. Exactement. Faut se méfier de Nasser. Il peut distribuer des contrats après la victoire à tout le monde, hein. Choupo-Moting, Silva, faudra faire attention. Mais tant mieux si c'est le cas. Il l'aurait mérité de toute façon parce que, encore une fois, on a été beaucoup critiques et souvent à juste titre envers Thomas Tuchel. Mais là, j'ai l'impression qu'il revient dans ce qu'il sait faire et on verra ce qu'il va nous proposer dimanche. Et même si on est éliminé, il faudra voir la manière comment on s'est fait éliminer. Et si l'élimination est honorable, eh ben, je pense que voilà, ça apportera beaucoup de crédit à Thomas Tuchel. Tuchel, C'est ça. pardon. Jean-Baptiste, on parlait souvent du PSG aussi sur la scène nationale, le fait qu'il devait être une locomotive au football français et au sport français même, mais que la France ne se rendait pas toujours compte de la chance qu'elle avait d'avoir ce PSG-là. Est-ce qu'en cas de succès européen dimanche soir, ça pourrait donner un autre souffle à cette locomotive qu'est le PSG pour le sport et le football français? Bah, si on regarde bien, déjà, rien que pour l'équipe, hein, et puis pour l'ensemble des médias de sport et l'ensemble des médias généralistes, une victoire du PSG, c'est des auditeurs, des lecteurs, des acheteurs en plus, donc c'est déjà une bonne chose. Après, on a besoin de cette épopée. L'image de nouveau riche, elle nous colle encore fortement finalement à la peau. Et c'est dans les grandes victoires hein, qu'on crée de l'adhésion. Souvenons-nous de 98. Hein. Souvenons-nous de Marseille aussi, hein, parce qu'on en fait des tonnes sur Marseille, mais en 91, je suis désolé, la France, elle n'est pas olympienne. Hein. En 93, oui, mais pas en 91. C'est-à-dire que oui, ils perdent, mais bon, ça indiffère relativement les gens. Hein. Là, c'est l'occasion aussi de passer un cap, parce que c'est dans les victoires qu'on va chercher des supporters qui ne sont pas habituels. Et en l'occurrence, on sera en prime time sur une chaîne hertzienne gratuite, ça change tout. On l'a vu avec Lyon. Hein. Lyon aurait peut-être pu avoir cette cote de popularité qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir, parce qu'ils passaient aussi en crypté. Là, le fait d'être passé contre le Bayern, bon, ils se prennent une raclée, certes, mais il y avait quelque chose. Si demain, tous les matchs du PSG sont en clair, les audiences, on va les faire. Et moi, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose, surtout en pleine période de Covid. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vu de spectacle de très haut niveau, les gens ont besoin d'avoir cet enthousiasme-là, cette folie. Et bon, il y a quelques supporters, marseillais, lyonnais, peu importe, qui trouvent qu'il est préférable de soutenir l'autre club. Mais quand on regarde bien les choses, c'est un club français. Et tout le monde en bénéficiera. On a oublié ça, hein, mais j'en reparlais il n'y a pas longtemps. Dans les années 90, si la France est championne du monde en 98, c'est parce qu'il y a le CSP Limoges qui gagne la Coupe d'Europe en basket, c'est parce qu'il y a l'OM Vitrolles qui gagne en hand, il y a Marseille évidemment en 93, mais c'est tous les sports collectifs. Et derrière, la France change.
La France accepte d'être une puissance sportive. Et là, ça peut être le déclencheur. Parce que derrière, vous avez l'euro. Parce que derrière, vous pouvez être le seul pays à avoir en même temps le titre de champion d'Europe, le titre de champion du monde et un titre de champion d'Europe si vous n'êtes pas trop mauvais lors de l'euro. Vous avez vraiment une carte à jouer. Et dans le contexte économique et le marasme qui s'annonce en septembre, avec un championnat qui n'est pas prêt de reprendre quand on voit les règles Covid, vaudrait mieux que le PSG soit champion. Jean-Baptiste, moi, je ne vais pas être trop d'accord avec toi sur le fait qu'on doive supporter les équipes parce que nous sommes français. La rivalité dans le foot, ça existe, tu peux pas l'occulter, c'est comme ça. Entre clubs, je parle. Moi, je vais être totalement transparent. Quand Marseille a été en finale de Ligue Europa face à l'Atlético, voilà, tout le monde sait pour qui j'étais. J'étais pour l'Atlético. Et franchement, et là, vraiment, blague à part, hein, ça m'aurait fait mal si l'OM avait pris la Coupe d'Europe. Parce que, voilà, même si aujourd'hui la rivalité, c'est vrai qu'elle est. Ce qu'a dit René Malville il n'y a pas très longtemps, avec sa manière évidemment et tout le folklore qui va avec, mais il n'a pas tort. Quand il dit qu'il faut arrêter les conneries. Marseille ne joue plus dans la cour du PSG et vice-versa. Le vrai concurrent aujourd'hui de Marseille, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment que il y a une sorte de rivalité historique qui date des années 90. Et pour des gens de notre génération, Jean-Baptiste et Yacine, nous, ça passera jamais. C'est-à-dire que moi, encore une fois, si Marseille l'avait emporté, j'aurais pas dormi pendant 2-3 nuits parce que ça va sa chambre, etc. Et quelque part, ça fait un peu mal. Donc voilà, on peut pas en vouloir aux supporters en fait. C'est l'essence du sport, c'est la rivalité, Mais je pense comme aux ça. autres, tu vois, Mousse. C'est-à-dire, je pensais plutôt, moi, aux supporters qui ne regardent pas le foot. Je te donne un exemple. Je suis dans un endroit qui n'est pas trop loin de Marseille, et donc il y a de l'hostilité. Hein. Concrètement, tout le monde sait que je suis pour Paris, et je me fais chambrer. J'attends juste une chose, c'est que dimanche, on gagne, et je fais le tour du village. Mais j'ai une partie de ma famille et des amis qui sont là, et concrètement, ils n'aiment pas le foot, ils ne regardent pas le foot. Et ils m'ont parlé du PSG. Et ils se demandent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le match. Et peut-être qu'il y a des enfants. Je vois les neveux et nièces. Eh ben, ils vont regarder le PSG autrement parce qu'ils vont voir un club vainqueur. Et souvenons-nous de l'adhésion autour de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000. On ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de supporters. C'est parce qu'ils gagnaient. Et en l'occurrence, on ne voit pas les matchs là, avec leurs 25 types d'abonnements payants dans tous les sens. Là, on va avoir un club français qui va gagner. Et je suis Mais toi, persuadé. Jean-Baptiste, tu parles Ouais, pas des de supporters. l'amateur de match Ouais, voilà, c'est ça. lambda qui supporte pas d'équipe. Mais mais l'ultra, moi, clairement, c'est mort. bien L'ultra, sûr, mais moi que les tout de suite, Marseillais, Bayern l'emporte. Voilà, que ça, les, je suis d'accord avec toi. Ouais, je me mais suis mal que exprimé là-dessus. aujourd'hui que les Marseillais souhaitent la victoire du Bayern, ben, c'est tout à fait normal. Moi, je leur en veux pas. C'est le jeu, c'est tout à fait logique. Je ne veux pas leur demander de supporter un club qu'ils détestent et eux nous demanderont jamais de les supporter lorsqu'ils seront en finale. Donc sur la rivalité des clubs, et c'est la même chose en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Là, le Borussia Dortmund sera derrière nous dimanche. Il ne faut pas rêver, les gars. Les amis, le PSG va disputer dimanche sa troisième finale de Coupe d'Europe, puisque avant cela, il avait remporté la finale de Coupe des Coupes en 96 contre le Rapide de Vienne, et il s'était incliné en finale de Coupe des Coupes l'année suivante contre le FC Barcelone, toujours le Barça, décidément. Yacine, tu étais à Bruxelles le 8 mai 96, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est bien ça. le 8 mai. Raconte-nous un peu ta soirée. Tu la racontes dans notre livre Une histoire populaire du PSG, mais redis-la. Alors déjà, il y a cette histoire de... On avait quand même fait 3 demi-finales consécutives qu'on avait perdues. Perdues des fois un peu de justesse, des fois un peu volées, et puis des fois, contre Arsenal par exemple, tu sais même pas si tu la mérites parce que le match, je sais pas, ils l'ont pas joué. Par contre, contre la Juve, tu te fais voler. Donc, on sortait de ça. Et c'est vrai qu'on s'en rapprochait de plus en plus. La demi-finale contre Milan, le match retour, il n'y a pas match. Mais le match aller, on est meilleur que Milan. Il y a Ginola qui frappe sur la barre à 0-0, etc. Donc il y avait beaucoup de frustration. On se disait qu'on n'était pas loin. Et puis c'était une autre Coupe d'Europe. Les champions faisaient la Coupe des Champions. Le deuxième, troisième faisait la Coupe de l'UEFA. Nous, on était souvent là ou en Coupe des Coupes. Et la Coupe de l'UEFA, c'était très relevé. Hein. Les équipes qu'il y a aujourd'hui en Ligue des Champions, ils auraient été en Coupe de l'UEFA. Et puis là, en Coupe des Coupes, on se retrouve cette année-là et on va en finale. Et en fait, c'était la dernière d'ailleurs. Hein. Non, c'était juste, je crois que c'est un an ou 2 ans. Ou 2 ans après. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est le Rapide de Vienne en finale, c'est pas un grand nom. Mais c'est une journée de fou parce que
Là, c'est un peu tous ceux qui sont supporters du PSG depuis quand même plusieurs années, qui vivaient un peu dans l'ombre de Marseille, en fait. Voilà, Marseille avait gagné 3 ans plus tôt la première Ligue des Champions. Et en fait, on s'en foutait que ce soit la Coupe des Coupes. Nous, il fallait notre Coupe d'Europe aussi. Et puis en plus, l'ambiance, elle est bizarre parce que la semaine avant, il y a l'histoire, la légende, Yannick Noah. Voilà, Fernandez qui sait déjà qu'il va quitter le club, mais il ne l'annonce pas officiellement. Mais on sait que c'est fini, qu'il est en froid un peu avec la direction. Toujours Paris, c'est-à-dire que même quand on est en finale, on n'est jamais serein en se disant c'est la fête, on y va. Il y a toujours des trucs un peu improbables. Et même la célébration au parc, tu vois, Aussi, après, voilà, ça s'est mal t'as le fini. match, le match où Taray, qui est ton meilleur joueur, ton leader, qui sort au bout de 10 minutes parce qu'il prend un tac d'entrée et il ne peut pas se remettre et il sort au bout de 10 minutes. Et là, tu te dis, c'est pas, ça peut arriver qu'à nous, quoi. Le karma, Voilà. le fameux destin parisien, tu te dis. C'est clair. C'est pas possible. Et il y a le but d'Engoti. Bon, tu maîtrises plutôt le match. Et puis, en deuxième mi-temps, tu rates une ou deux occasions par Djorkaeff. Et là, tu te dis, mais non, mais c'est le Rapide de Vienne. On va souffrir jusqu'au bout, mais voilà, c'est dur. Et en fait, c'est la première. Et là, c'est l'explosion. Moi, je me rappelle que. Djorkaeff contre le Rapide de Vienne, t'es sûr? Non. Là, il a une occasion. Ouais. Ouais, il a une occasion. Il a une grosse occasion en deuxième. Et en fait, on revient. Et pourtant, nous, on revenait de Bruxelles. Donc, on arrive à Paris. Il est 3 h du matin. Et en fait, malgré tout, on se retrouve quand même tous sur les champs. C'est-à-dire qu'il y avait eu la fête sur les champs, puis plus personne. Et en fait, nous, on arrive après tout ça. Et on refait la fête sur les champs. Malheureusement, la fête au parc, elle ne s'est pas bien passée. Parce qu'avec Paris, encore une fois. En fait, il y a jamais aucune célébration qui s'est bien passée avec le PSG. Malheureusement, on n'a jamais pu kiffer. Et même là, encore une fois, dimanche, si on l'emporte avec le Covid, etc., ça sera. Voilà. Et en fait, je rappelle que c'était les années Canal+, et en fait, c'était aussi l'aboutissement, alors plus rapide, du projet Canal, en fait. Ils ont quand même, dès la première année, acheté du Ricardo, du Valdo, du Ginola, la deuxième année du Wea. Tu avais une grosse équipe. Et en fait, c'était l'aboutissement et on existait enfin. Et en fait, c'est ce qui était encore plus plaisant l'année d'après, même si on a perdu la finale, c'est qu'en fait, on a continué à exister. C'était pas un coup pour rien. On n'était pas arrivé au bout du truc. On a recommencé une aventure et on va en finale contre Barcelone. C'est que mon avis, mais je pense qu'on ne doit pas la perdre non plus. Il y a Ronaldo qui fait une action, voilà, une accélération exceptionnelle, le penalty, et puis après, voilà. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, une autre dimension économique et à une autre dimension aussi médiatique, parce que le foot en 96, c'est pas le foot d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième aventure qui existe, qui prend un peu plus de temps, parce qu'il y a plus de moyens aussi dans d'autres clubs. Et en fait, c'est cette génération qui va vivre son Bruxelles avec le regret de ne pas pouvoir y être, malheureusement. Yacine, est-ce que tu peux montrer le livre, s'il te plaît, à l'écran, juste pour vous rappeler qu'il est toujours en vente et que tout ce que raconte Yacine, il y a encore beaucoup, beaucoup d'anecdotes et notamment des témoignages d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants, etc. Donc n'hésitez pas pour l'année des 50 ans si vous voulez apprendre des choses sur votre club de cœur. PSG, une histoire populaire du Paris Saint-Germain. 50 ans de passion. Voilà, je fais un peu de pub, j'en profite. Tu as bien raison, Mousse. Et Jean-Baptiste, justement, je voulais t'interroger un peu sur tout ça. Finalement, il y a eu des moments incroyables dans cette histoire, dans ces 50 ans. Est-ce que dimanche, c'est pas un peu l'aboutissement d'un demi-siècle lunaire en tout point, quoi? Bah, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ce club. Et je t'avouerai que j'ai l'impression que les étoiles sont alignées. J'ai l'impression qu'il y a le destin du PSG. Après, je me méfie, parce que le karma qu'on a, je le connais. On n'est pas à l'abri d'une blessure de Neymar au bout de 30 minutes. Ou d'une expulsion bidon à cause d'un arbitrage particulier. Après, il n'y a pas de public. L'arbitrage, il sera, j'espère, équitable. Il y a la VAR cette fois. Il n'y a pas d'équipe italienne en face. Ça serait tellement beau. On a tellement souffert. Je suis désolé, mais quand on a été supporter avant les années QSI, tu la mérites tellement. Mais tu as tellement saigné la super coupe contre la Juve où tu te fais marcher dessus. Le match contre la Corogne, mais même en championnat, Clermont, Guignon, bordel, on la mérite, quoi. Le Bayern, ils auront tout le temps d'aller en chercher une autre, et puis on n'en a rien à faire du Bayern, on va leur rouler dessus, point, c'est tout. Cette coupe, c'est 50 ans, c'est cette année. Ce que je me dis, c'est que même si on perd, si on est digne et humble dans la défaite, ce qui n'est pas possible, mais si on arrive à l'être, c'est là où on verra qu'on est un grand club.
et que enfin on pourra parler d'institution pour le PSG parce que ça ressemble à quelque chose. Ça coïncide avec le retour de Leonardo, c'est peut-être pas pour rien. Il n'y a pas que ça, mais ça joue aussi. Mais bordel, ce serait tellement bien. Là, maintenant, les 50 ans, cette année, pour plein de raisons. Toi, Mousse, tu suis le PSG depuis les années 90. On a vu aussi des grandes époques, des grands joueurs. Tu as vécu avec moi la remontada, les machins, les terribles désillusions. C'est presque inespéré ce qui se passe cette année. Le PSG en finale de Ligue des Champions, c'est peut-être l'apogée de l'histoire, quoi. Bah, en fait, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que parfois le Paris Saint-Germain peut remporter cette Coupe d'Europe, cette Ligue des Champions, uniquement dans un contexte qu'on vit aujourd'hui. Tu vois? En fait, je crois que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de la gagner normalement. Quand je dis n'est pas capable, pas sportivement, mais en fait, ce club, parfois, il y a des trucs, tu vois, la remontade, enfin, le 6-1 à Barcelone, le penalty à la dernière minute sifflé contre Kimpembe face à la classe biberon de Manchester United, qui avait fait un mauvais match et qui réussit à nous battre malgré tout. Tout ça, quand tu repenses à tout ça, tu te dis, en fait, voilà, il y a le karma fait que tu sens que cette année, avec tout ce qui s'est passé, euh, tous les trucs un peu bizarres, et ben il n'y a que dans ce contexte que nous, bah, on va pouvoir tirer notre carte du jeu, quoi, tu vois. Donc moi, je me rappelle par exemple la finale de 96 contre le Rapide de Vienne. Moi, à l'époque, je faisais l'armée. Bon, c'est des choses que les moins de 20 ans ne connaissent pas aujourd'hui. Mais ouais, j'étais, je faisais l'armée et du coup, je l'ai vu. On avait une permission, donc je l'ai vu en région parisienne avec quelques camarades de chambrée. Et j'avais pas le souvenir d'un match extraordinaire, mais moi, j'ai pas une très bonne mémoire. Hein, mais je me rappelle du parcours qui était intéressant, mais la finale. Ouais, je l'ai pas trouvé terrible, terrible. Et par contre, celle de 97, je l'ai trouvé mieux. Bah, déjà, l'adversaire était plus intéressant. Et puis, il faut voir, il faut se rappeler de qui composait cette équipe de Barcelone, les amis. Devant, tu avais du Luis Figo, tu avais du R9, Ronaldo le vrai, je précise, le Brésilien. Tu avais Guardiola, qui était dans cette équipe. Donc, c'était une grosse, grosse équipe. Et en face, Paris n'a pas été ridicule parce que Yacine l'a rappelé tout à l'heure. T'as un poteau de Patrice Loco, il me semble. T'as une frappe de Koé qui est arrêtée dans le gardien, donc une frappe cadrée. On a existé dans ce match. Et je rappelle qu'on perd simplement 1-0 sur une faute du malheureux, du héros de Vienne, Bruno Ngotti. C'est lui qui fait la faute sur Ronaldo. Mais je trouve que c'était une belle finale. On n'a pas été ridicule. Et à l'époque, Barcelone, c'était quand même quelque chose. Donc je me dis que c'est l'année ou jamais, avec tout ce qui s'est passé, le contexte particulier, etc. Moi, j'y crois personnellement, j'y crois parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts. Et puis j'espère que dimanche, on va dire, allez, minuit max avec les prolongations, j'espère qu'on pourra enfin évacuer toute cette frustration qu'on a vécue ces 3-4 décennies, allez, on va dire les 3, et qu'on va pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et surtout, quand tu as une Ligue des Champions, même si certains supporters vont essayer de la minimiser en disant que voilà, il n'y a pas eu les matchs aller-retour, on s'en fout. Tu capitalises là-dessus, en fait, et tu repars sur une autre décennie. Et là, tu peux attirer plein de joueurs parce que tu rentres dans le club fermé de ceux qui ont remporté la coupe aux grandes oreilles. Voilà. Yacine, Juste, tu veux... juste une chose, en fait, la Coupe d'Europe, évidemment que les supporters des autres clubs la minimiseront quoi qu'il arrive. Évidemment. La première chose, c'est qu'elle t'appartient. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, je peux te jurer que le chambrage, t'en as rien à foutre. Ouais. La gagné, c'est terminé. Et je vais juste prendre un parallèle. Si demain, tu achètes une Ferrari parce qu'il y a un mec qui la vend 10 000 euros, bah, les mecs peuvent te dire, mais c'est une Ferrari d'occasion, tu l'as payé 10 000 euros, ouais, mais tu as une Ferrari. Bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut me raconter tout ce qu'on veut sur la formule. Et comme l'a dit Verratti, il y avait 8 équipes au début. La formule, elle était la même pour les 8. Il y en a 2 qui sont en finale. Donc après, le reste, c'est du chambrage, c'est de la littérature, si on veut. Mais en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que dimanche soir, on aura sur la page Wikipédia du PSG vainqueur de la Ligue des Champions C'est clair. 2020. Yacine, le PSG, Bayern, c'est aussi l'histoire d'un homme, celle de Mr. George, 1994 à Munich. Ce but, l'un des plus grands buts de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, de par sa beauté tout simplement. Au match aller, le PSG avait gagné 2-0 avec un but de Ouéa et un but de Bravo, il me semble. Ouais, bravo. Voilà. Pareil, ça reste aussi, c'est aussi une double confrontation que tu as vécue, toi, un grand moment. Bah, surtout, c'était la première participation du PSG en Ligue des Champions.
parce qu'ils avaient fait la Coupe des Champions en 86-87, mais là, c'était la Ligue des Champions, donc la phase de poule, etc. En plus, c'était la nouvelle version. Parce que je rappelle que Marseille, c'est pas pour dévaloriser, hein, Marseille avait une poule et est allé en finale directement. Là, c'était la nouvelle version avec plusieurs poules, et puis quart de finale, demi-finale, etc. Paris fait un sans faute. Et en fait, c'est le premier match au parc. C'est-à-dire qu'on découvre la Ligue des Champions face au Bayern, quand même au grand Bayern, parce que c'est un club historique, avec Luis Fernandez sur le banc, qui, alors est-ce que c'est un signe, à l'image de Tourelle, décide de replacer Daniel Bravo au numéro 6, qui est un attaquant. Et par contre, ça a été une superbe trouvaille parce que Daniel Bravo, il a prolongé sa carrière grâce à ça, en passant par Parme, en jouant à l'OM. Voilà, et c'est un match, franchement, c'est un match maîtrisé. On sent tout de suite que Paris va être bien dans cette compétition. Et le match retour, en fait, c'est bizarre parce que le but est exceptionnel, le match n'est pas terrible. Parce que Paris est déjà premier, le Bayern est qualifié aussi. Bon, c'est un match un peu pour rien. D'ailleurs, Wea est remplaçant. D'ailleurs, Yacine, tu confirmes, c'est la première fois qu'on se rencontre en dehors d'une phase de poule. Hein. Là, aujourd'hui, ouais, on a fait 8 matchs, 8 fois en phase de poule. C'était uniquement en phase de poule. Hein. Ouais. Et donc, Wea rentre. Et puis là, la magie de Georges Weah, parce que la Coupe d'Europe, c'était son truc. Où il prend le ballon, il fait une 2, il fait crochet. Enfin non, il fait un dribble, 2 dribbles, crochet et frappe dans la lucarne de Oliver Kahn. Et en fait, le match, il est pas beau, mais l'action, elle est juste extraordinaire. Et en plus, il permet à Paris de faire Enfin, c'était le 4e match. Après, il restait Kiev et Spartak Moscou, je crois. Et en fait, il permet à Paris de faire quand même 6 sur 6 en phase de poule. Alors, encore une fois, on peut toujours tout dire, mais c'est pas tous les ans qu'il y a des équipes qui font un sans faute en phase de poule. Eux, ils l'ont fait dans une période qui était encore plus relevée. Et c'est l'image des PSG Bayern en faire, c'est Georges Weah, quoi. Juste un dernier mot, moi, que je voulais dire sur le dernier PSG Bayern au Parc des Princes. On s'était posé la question à l'époque, tous les commentateurs, les spécialistes, en disant est-ce que à cette époque-là, le PSG avait fait semblant de jouer bas parce que rappelez-vous, c'était une victoire 3-0, mais un peu spéciale parce que c'était que sur des contres et le Bayern avait eu énormément d'occasions, avait parfois marché sur nous, mais on avait été tellement solide défensivement et tellement intelligent lorsqu'on avait récupéré le ballon sur les contres. Donc je me dis aussi que ça... Après, c'est pas le même Bayern, hein. Il y a 2 ans, enfin c'était il y a 3 ans, mais donc évidemment qu'il n'y a plus les mêmes joueurs, etc. Mais ça peut être aussi sur un match, sur 90 minutes, ça peut être une tactique à observer. Alors je pense pas que Thomas Tuchel le fasse, mais peut-être que sur certaines phases de jeu, il va demander aux joueurs d'aspirer les Bavarois pour pouvoir les contrer plus facilement. Donc moi, j'ai souvenir de ce match. Et en fait, on n'a jamais su si. Parce que c'était Unai Emery, hein, c'était pas Thomas Tuchel, hein, c'était Emery. Ouais. On n'a jamais su si c'était une consigne d'Emery ou si les joueurs s'étaient dit eux-mêmes c'est peut-être la meilleure manière de contenir les Allemands. Donc voilà, c'est une tactique qu'on peut aussi mettre en place face à une équipe qui attaque beaucoup et qui amène beaucoup d'intensité. J'ai envie de dire pour finir, peu importe la manière, la technique, il va falloir la gagner cette finale parce que ça ne se joue pas, ça se gagne. Allez, on termine par. Ouais, allez, Yacine. Si je peux terminer sur l'interview de Silva, parce qu'il y a 2 choses que je voulais souligner qui sont importantes. Avant que tu commences, Yacine, moi je vais vous laisser, les amis, comme je vous l'avais dit au début, j'ai un rendez-vous très important. Bonne finale à tous. Avant que tu partes, donne-moi ton pronostic, s'il te plaît. Alors, pronostic, je dirais qu'il n'y aura pas de prolongation et je dirais aller 2-1. 2-1 pour le PSG avec un doublé de Neymar. Allez. Ça serait beau. Okay, salut les amis. Allez, Paris. Allez, Paris. En espérant vous revoir lundi avec un débrief dans la bonne humeur. Ouais. Salut, c'est top. Allez, Yacine. Donc, juste finir. Thiago Silva, il est revenu dans son interview sur rappeler que justement, c'est 10 ans de parcours. Donc, il a rappelé les Maxwell, les Pastore, etc., qui étaient aussi là au début de l'aventure. Et quand tu arrives au bout, c'est pas juste une saison, c'est tout ce que tu as fait avant, les erreurs aussi que tu as faites, mais qui t'ont permis d'aller là aujourd'hui. Et il y a une deuxième chose, c'est souvent on nous reproche de entre guillemets, vendre la peur, etc. Et en fait, il en parle lui aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'analyser ça, parce qu'il dit, parfois dans les matchs, quand tu as vécu ça, tu te dis, est-ce que ça va se reproduire? Et en fait, tant que les gens n'auront pas compris que dans le football, il y a un aspect psychologique qui est hyper important, en fait, ils n'auront jamais une vraie vision des choses. Parce que quand tu sais, moi je prends souvent l'exemple,
quand une équipe est en tête du championnat, bizarrement, elle gagne 4 ou 5 matchs dans les dernières minutes. Et quand ils sont derniers, dans les derniers, tu perds 4 ou 5 matchs dans les dernières minutes. Et tout le monde se dit, c'est normal, ils sont faibles. Non, c'est juste qu'une question de psychologie, c'est que quand tu es derrière, tout tourne dans le mauvais sens parce que tu te poses trop de questions et qu'il faut que tu te tiennes. À l'image d'un tennisman. Tu vois, il y a des tennisman qui sont très bons dans les 2 premiers sets. Et au moment où il faut gagner le match, le bras, il tremble. Là, c'est la même chose. Et si on occulte en fait cette partie-là, on ne comprendra jamais ce qui se passe sur un terrain. Et pourquoi le PSG peut perdre à la dernière minute contre Manchester. Et aussi, pourquoi, justement, cette victoire contre Dortmund, même si Paris était plus fort que Dortmund, elle a eu beaucoup plus d'impact qu'on peut l'imaginer. Parce qu'il fallait passer ce cap-là. Et si Paris a battu l'Atalanta de la dernière minute, c'est aussi grâce à Dortmund. Parce qu'ils se sont dit, maintenant, on peut le faire. On n'est plus cette équipe qui perd dans les dernières minutes. Et cette victoire contre l'Atalanta, elle engendre aussi plutôt, la victoire contre Leipzig avec la maîtrise, parce que ça y est, on n'est plus cette équipe qui a peur, qui perdons dans les dernières minutes. Et l'attitude de Silva en deuxième mi-temps contre Leipzig, c'est exactement ce qu'on lui a reproché d'être trop bas. Il a été plus haut parce que c'est fini en fait. On a effacé tout ça parce qu'on a passé ces caps-là. Jean-Baptiste, Thiago Silva disait dans son interview que c'est le fruit de 10 années de travail. C'est vrai que le PSG, c'est au final, c'est une immense famille. Et si Paris gagne dimanche, c'est aussi la victoire de Laurent Blanc, d'Ancelotti, de Pastore, de Cavani, de Nasser, de tous ces hommes, de Zlatan, de tous ces hommes qui ont contribué à faire progresser le club, qui ne sont plus forcément là aujourd'hui, et qui aujourd'hui, de par leur expérience, font que le PSG aujourd'hui est là. On pense aussi à Mota, à Maxwell, tous ces hommes-là. Ce qui est intéressant justement, c'est que c'est non seulement ces 10 années siglées QSI, avec des profils incroyables et une aventure folle, mais en plus c'est l'année des 50 ans. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a tous nos grands joueurs qui sont autour du parc. C'est Rai, c'est Taleb, c'est Souzic et tous les autres. Et de voir un Phil s'exprimer, de voir finalement, même Rocheteau, dire l'amour qu'il a du PSG. Je pense qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a tout un pays, mais il y a toute la tifoseria parisienne qui est là, il y a tous les anciens qui sont là, et surtout, on a enfin réussi à refaire le lien avec le PSG d'avant. Et alors encore une fois, on va peut-être être le seul club de Coupe d'Europe à gagner une Coupe d'Europe et à être incapable de la fêter parce qu'il y a le Covid. Ça, c'est ce qui va nous arriver. Par contre, ce sera l'occasion aussi de rappeler tous ces noms, tous ceux qui ont fait ce club, des minots qui sont partis aussi, des gens qui ont construit ce club et qui ont permis à ce club, certes, d'avoir un problème de rédemption, et on va la gagner dimanche, mais surtout aussi d'être un club qui a énormément progressé. Je crois qu'on ne mesure pas ce qu'est devenu le PSG aujourd'hui. Il n'y a que quand on sort des frontières françaises qu'on arrête de regarder le PSG avec le regard de l'équipe. C'est-à-dire qu'il suffit de voir, par exemple, la Harvard Business School qui sort un case study sur le PSG. C'était impensable de voir aujourd'hui que le PSG est la 7e marque de sport et la 7e marque de foot. C'était impensable. Alors regardez, par exemple, Jimmy Butler en plein play-off qui joue pour Miami et qui entre dans le stade avec un maillot du PSG, LeBron James avec un maillot du PSG. C'est pas que de la com. C'est qu'aujourd'hui, on est devenu autre chose. Et le seul moyen de le prouver, c'est de soulever le trophée dimanche, de regarder les Allemands dans les yeux et de leur dire, les mecs, sur ce match-là, on a égalité. C'est pas une affaire de bonhomme, c'est une affaire de joueurs, et ce match, on va gagner. Et je pense que ça va jouer comme ça. Le regard de Thiago Silva, je suis d'accord avec toi, Yacine. On l'a tellement vu s'écrouler psychologiquement. La défaite à Barcelone, elle est pour lui. Il y a quelque chose. Là, contre Leipzig, je l'ai vu droit, je l'ai vu recadré, je l'ai vu calme. Alors que c'était le moment où ça tanguait sérieusement. Contre le Bayern, il fera pareil. Et on a vu aussi Marquinhos être là, on a vu Neymar leader, on a vu un Mbappé assez effacé. Je pense que vous allez voir un Lyon pour la finale. Souvenez-vous de la finale de Coupe du Monde, où il n'est pas forcément bon avant. Et là, vous imaginez ce gamin, en 2 ans, ce qu'il aurait été capable d'aller chercher? Vous pensez franchement qu'il va se faire marcher dessus par Thomas Müller et les autres? Il n'est pas impossible que notre Georges Weah ce soit Mbappé. On l'espère, et on espère le voir soulever la Ligue des Champions dimanche soir. Yacine, ton pronostic pour ce match, pour cette finale? Je ne suis pas très bon pronostiqueur, mais malgré tout, je pense qu'on va gagner 3-1. Voilà. Jean-Baptiste? Moi, j'ai envie de te dire 2-1, et je pense que c'est les Allemands qui vont ouvrir le score en premier. Je pense qu'on va souffrir. Je pense qu'on va revenir avec un but qui va sortir nulle part et qu'on va casser psychologiquement les Allemands. Et j'aimerais bien
un deuxième remake, tu vois, de la finale de l'Euro 2000. Bon, c'est pas des Italiens en face, mais face aux Allemands, on prend quand même. On leur refait de la nuit de Séville dans l'autre sens, version sélection. Voilà, moi j'y crois. On va prendre un but, mais on gagnera. Allez, moi, pour que l'histoire soit belle, je dis une petite victoire 1-0 avec un but de Thiago Silva à l'heure de jeu sur corner. Et ce serait assez fabuleux, je pense, pour lui. Tu as du goût. Ouais. Bon, merci à tous, les amis. Vous avez été parfaits aujourd'hui. Ça change un peu, hein, parce que ce n'était pas terrible d'habitude. Mais, et c'est peu dire que le prochain podcast pourrait être historique pour nous, pour le club, pour la France. On se retrouve lundi avec le retour d'Hugo à la présentation et retour de la coupe aux grandes oreilles sur les Champs-Élysées. Ciao, les amis. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Allez. Allez, ciao.